Ravi de vous retrouver, troisième édition de la semaine des SCPI Périal, spéciale Assemblée Générale. Aujourd'hui, on parle de PFO2 avec Anne-Claire Barbieri, directrice RSE et Innovation de Périal AM. Anne-Claire, bonjour. Bonjour Jean-François. Avec nous également la directrice commerciale et marketing de Périal AM, Laetitia Bernier. Laetitia, bonjour. Bonjour Jean-François. Rémi Juzan, toujours fidèle au poste avec tous les chiffres qu'il connaît par cœur, directeur du Fund Management chez Périal AM. Rémi, bonjour. Bonjour Jean-François. Et le petit nouveau qui fait sa première semaine des SCPI Périal, le nouveau directeur général délégué de Périal AM, Vincent Lamotte. Vincent, bonjour. Bonjour Jean-François. Il y a un truc qui est absolument épouvantable, c'est les effets du marketing et des couleurs. Nous avons traité, toutes les SCPI de Périal ont des couleurs spécifiques. Il y en a une qui est verte. Il y en a une qui a dans son intitulé PFO2, donc des choses qui tournent autour de l'investissement socialement responsable. Donc Anne-Claire, je vais commencer avec vous. On va donc parler de cette SCPI. J'ai étudié le rapport, d'où le fait que j'ai tous mes papiers et mes lunettes. Et je vais donc commencer par vous poser une première question. La semaine dernière, c'était jeudi, où Éric Kostra, le patron de Périal, nous avait dit on avait été pionnier avec PFO2 en s'intéressant à ce sujet-là. Moi, je me pose quand même une question. Parce que quand je regarde le rapport, je vois que l'ambition environnementale change. Il y avait un objectif initial qui consistait à réduire les consommations d'eau et d'électricité. Et maintenant, on change l'objectif. Qu'est-ce qui se passe, Anne-Claire ? On a choisi de faire évoluer l'objectif extra-financier de PFO2 pour lui redonner une ambition. C'est-à-dire que vous avez mentionné le fait que depuis sa création en 2009, PFO2 avait des objectifs environnementaux, c'est vrai. Ces objectifs-là, et on est très content de le constater, ont été rattrapés en très grande partie par le décret tertiaire. Le décret tertiaire qui est donc une réglementation française qui s'applique sur les actifs tertiaires de plus de 1000 m² et qui oblige bailleurs et locataires à réduire les consommations d'énergie de moins 40%, moins 50%, moins 60% entre 2030, 2040, 2050. Donc ce qui était votre spécificité, c'est devenu un objectif de place. Voilà. Et donc ça ne veut pas dire qu'on ne travaille plus sur ces sujets-là. Évidemment, on travaille sur les sujets de décret tertiaire, on travaille sur les sujets de performance énergétique au global, puisqu'on s'est aussi fixé des objectifs de performance énergétique sur l'ensemble du patrimoine. Mais spécifiquement sur PFO2, on a choisi de lui redonner une ambition en fixant un objectif bas carbone pour être aussi aligné avec les métriques qui sont arrivées post-accord de Paris en 2015. Ok, objectif bas carbone, ça veut dire quoi ? Parce que là, dans le papier, il y a marqué alignement avec une trajectoire de décarbonation 1,5 degré. Oui, alors ça, c'est directement tiré des accords de Paris, de la COP21 en 2015, qui a obligé tous les pays signataires à s'engager sur une trajectoire de décarbonation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la trajectoire de décarbonation ? Ça veut dire que chaque secteur économique doit réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Concrètement, pour le bâtiment, c'est réduire les consommations d'énergie des parties communes, des parties privatives, de réduire aussi potentiellement d'autres sources d'émissions de gaz à effet de serre. Et ça, on le suit et on s'assure qu'on est fidèle au respect de la trajectoire de décarbonation de l'accord de Paris. Ok, donc vous êtes en train de me dire, on renie pas du tout ce qu'on a fait, mais grosso modo, ce qu'on a fait, c'est devenu la règle. Donc, on décide de faire... de faire redonner une ambition et de capitaliser sur tout le travail qui a été fait sur les 15 dernières années. Ok. Laetitia, si on parle du produit PFO2, donc là, on en est dans notre avant-dernière journée de notre semaine. On a parlé de Grand Paris, donc avec la spécificité d'être une thématique sur le Grand Paris, avec du bureau historiquement, mais une diversification. On a notamment parlé de l'acquisition d'un BNB à Saint-Ouen. Hier, on parlait de PFO, qui, elle, a une logique de diversification européenne. La logique de PFO2, c'est quoi ? Alors, c'est la première SCPI à vocation environnementale du marché, qui est investie en France, mais également en zone euro à hauteur de 20%, effectivement dans du bureau, avec elle affiche une capitalisation de plus de 2 milliards d'euros au travers de 200 immeubles environ. Donc c'est un paquebot. C'est un beau paquebot. Ok. On va regarder les chiffres du paquebot. Je reste avec vous, Rémi. Je reste en septembre 2023 et une baisse du prix de part assez lourde. Alors effectivement, on a choisi donc d'ajuster le prix de part au 15 septembre 2023 dans une politique
de transparence parce qu'on savait que les prix de l'immobilier allaient continuer à évoluer à la baisse sur le second semestre. Donc on a décidé de se projeter au 31 décembre pour fixer nos prix de part. Nous avons donc établi le prix de part de 164 € au 15 septembre, qui faisait donc une baisse relative à la baisse de la valeur immobilière, elle-même relative à la hausse des taux directeurs qu'on a pu constater au cours des 18 derniers mois. Ok, vous avez refait des expertises au 31 décembre ? Alors bien sûr, on a fait des expertises au 31 décembre, ce sont les expertises réglementaires qui ont confirmé donc la baisse qu'on avait projetée à mi-année. Vincent Lamotte, vous referez des expertises au 30 juin ? Oui, tout à fait. Oui, par souci de transparence, comme le dit Rémi, il faut qu'on soit transparent avec nos porteurs de parts. Donc, il y a des expertises qui sont prévues au 30 juin. Les travaux des experts sont en cours, donc on n'a pas évidemment de résultats aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on anticipe aujourd'hui de manière assez sereine qu'on a atteint le bas de fourchette. Il y a encore quelques actifs qui vont sûrement être légèrement corrigés, mais on est assez serein. D'accord. Vous entendez quand même comme moi que le bureau, la situation est potentiellement plus tendue encore aujourd'hui sur le bureau que sur d'autres types d'actifs ? Oui, c'est exact. Après, le bureau, il y a une segmentation très forte sur le bureau, c'est-à-dire qu'il y a des actifs qui vont même potentiellement réaugmenter légèrement et d'autres qui vont rebaisser parce que le bureau se segmente énormément entre les bons actifs et les moins bons. Ok. Dans les éléments de la SCPI, il y a l'évolution de la valeur de part, mais il y a surtout l'activité locative et le rendement qui est distribué. On reste sur l'exercice 2023. L'un des indicateurs que l'on observe en immobilier, c'est le TOF. Comment évolue le TOF, c'est-à-dire le taux d'occupation financière ? Alors le TOF, donc qui représente un petit peu combien la SCPI est louée et à combien elle est louée. C'est apprécié sur la période. On a eu une bonne activité locative en 2023. Donc le TOF est passé à 92,5%. Il était autour des 91 l'année précédente. Et on a eu donc plutôt une bonne année opérationnelle sur PFO2. Quand je dis une bonne année opérationnelle, c'est qu'on a eu des loyers en hausse tirés par ces relocations, mais également parce que on a su aller chercher des indexations, et notamment sur la partie européenne où les indexations ont été plus fortes que sur la partie française. Juste, je voudrais qu'on regarde, puisqu'on a le graphique sous les yeux, il y a du vert qui s'appelle locaux occupés, il y a des choses qui sont mentionnées qui s'appellent locaux occupés sous franchise, il y a logements vacants sous promesse de vente. Puisque la définition du TOF a changé il y a de cela quelques années, qu'est-ce qui est intégré comme étant dans l'occupé et qu'est-ce qui est intégré comme étant dans le non-occupé ? Alors, le taux d'occupation financier regroupe évidemment les locaux occupés et loués, mais aussi, vous l'avez mentionné, les locaux occupés sous franchise. Alors, même si cela ne génère pas de loyer, ils sont quand même intégrés dans le taux d'occupation financier. Et également ceux qui sont sous promesse, tout ceci constitue la poche de taux d'occupation financier. Donc concrètement, ce que vous n'avez pas dans ce TOF, c'est vraiment les locaux vides. Juste, ok, qu'on soit bien clair, parce que j'essaie de voir mon intérêt d'associer. Quand on dit locaux sous franchise, on dit pas à quelqu'un qui signe un bail de 6 ans, tu vas pas payer, on va te faire 20% d'escompte, donc tu vas pas payer pendant les 20% du temps. On étale le truc dans le temps quand même. Il y a de l'argent qui rentre. Alors, il y a bien sûr de l'argent qui rentre. Après, c'est une pratique du bureau d'avoir des mois de franchise qui correspondent à des mesures d'accompagnement, on appelle ça également comme ça, qui sont différentes évidemment en fonction de la qualité du bureau, de la qualité de la localisation et surtout de la longueur du bail qui est contracté avec le locataire. Donc, plus on va avoir un bail ferme long, plus on va lui donner des périodes de franchise pour l'attirer sur cette formule. Si je regarde la distribution, donc vous me dites que le TOF s'est amélioré, vous avez réussi à passer des indexations. Le résultat économique de la SCPI, c'est quoi ? Et qu'est-ce que vous aviez annoncé comme objectif et combien vous m'avez donné ? Alors effectivement, on avait annoncé une fourchette entre 4 et 4,40. On est arrivé à un taux de distribution de 4,10%, qui est en baisse par rapport à ce qu'on avait fait en 2022, où on était à 4,32%, et effectivement, le dividende a baissé. D'accord, donc là, vous êtes, jusqu'à présent, sur les autres, vous m'aviez annoncé que vous étiez en haut de fourchette, et là, vous êtes en bas de fourchette. Exactement. Perqué. Alors, on l'a vu d'un côté, et c'est un peu paradoxal, d'un côté, les revenus ont été en hausse sur la SCPI. On l'a vu, c'est notamment porté par les relocations et les indexations. D'un autre côté, on a eu une mécanique de la SCPI qui s'est un peu grippée sur l'année et qui explique du coup pourquoi ce résultat a baissé. Alors je m'explique, c'est qu'en fait, on a une part importante de dette court terme sur cette SCPI. Alors la dette court terme, pourquoi on la mettait en place ?
c'était avant de l'avance de collecte. C'est-à-dire que on avait une collecte qui était extrêmement dynamique sur PFO2. Je rappelle qu'en 2022, on a collecté à peu près 280 millions d'euros. Et cette dette court terme, elle nous permettait d'anticiper. Grosso modo, vous saviez pas si Choupinette allait apporter de l'argent en mai ou en juin, etc. Mais vous empruntez auprès du banquier en disant, comme ça, je peux faire, parce que ça prend un certain temps quand j'imagine d'acheter de l'immobilier, je peux gérer mes opérations et j'utilise ma dette là-dessus. Exactement. On anticipait la collecte, c'est 280 millions, et dès qu'on l'avait, on remboursait, et on avait une mécanique qui se passait de cette manière. Sauf qu'en 2023, on a eu, et on en parlera certainement après, j'imagine que c'est dans vos questions, on a eu un changement de paradigme, puisque la collecte devait servir en priorité, comme c'est le cas sur les SCPI, au service des retraits. Et donc, on n'a pas pu aller rembourser nos lignes court terme parce qu'on a dû rembourser des retraits avec. Donc finalement, ces lignes court terme, elles étaient tirées et ces lignes court terme, elles nous ont coûté cher sur l'année 2023. Parce que, à l'inverse d'une ligne hypothécaire long terme sur 5, 6, 7 ans contractée à taux fixe, ces lignes court terme, elles s'apprécient sur un taux variable, un taux Euribor. Et donc, vu les conditions de marché, ces lignes nous ont coûté très cher puisque le taux Euribor a grimpé pendant l'année 2023, vous le savez, et donc ça a grévé un petit peu le résultat de la SCPI. Vous êtes le financier. Comment on fait? L'autre jour, vous m'avez dit les dettes, ça peut être un actif. Ça peut être un actif. Alors, effectivement, Rémi a raison. On a une partie de la dette de PFE2 qui sont des lignes court terme, sur lesquelles on n'a pas pu procéder au remboursement pour les raisons de collecte que Rémi évoquait. Mais également, et ce qu'il faut le souligner, c'est parce qu'on n'a également pas souhaité arbitrer des actifs à des prix qui seraient très très dilutifs pour le fonds, uniquement pour rembourser ses dettes. Il y avait un choix à faire. C'était soit conserver ses dettes court terme pour avoir de la trésorerie et continuer à faire vivre le fonds, soit mettre massivement des actifs en vente sur le marché, et là on n'aurait pas trouvé des prix qui remplissaient en tout cas les conditions des valeurs d'expertise de la dernière arrêté. Donc c'est un choix qui a été assumé. Aujourd'hui, on retrouve de l'intérêt, de l'attrait pour les actifs de PFO2. Donc ces dettes court terme vont être remboursées en 2024 grâce aux arbitrages. Sachant qu'a priori, elles vont maintenant coûter moins cher avec la décision de la Banque centrale européenne de baisser les taux. Concomitamment à ça, il y a des bonnes nouvelles qui risquent d'arriver dans les prochains jours. C'est la baisse des taux. Et donc, ces dettes court terme qui ne sont pas couvertes par des instruments de couverture vont probablement baisser en termes de taux facial. Donc, on aura deux leviers de baisse de ces frais financiers, la baisse des taux et puis les arbitrages qui vont retrouver du volume sur le deuxième semestre et sur 2025. Puisqu'on fait de la pédagogie, donc Rémi nous expliquait finalement, on utilisait deux types de dettes, de la dette à court terme pour anticiper la collecte, et naturellement, quand il n'y a plus de collecte qui arrive, on se retrouve avec la dette à payer, puis il y a de la dette qu'on mettait sur des actifs immobiliers. Je voudrais qu'on continue la pédagogie. J'ai regardé donc le rapport, et dans le rapport, il y a quelque chose qui s'appelle information sur les bridge covenants. Tout à fait. Alors, juste, c'est quoi? Parce que moi, jusqu'à présent, la dette, c'est un truc, je connais deux choses. Moi, en tant qu'épargnant, soit je prends un crédit dit amortissable, type mon banquier quand j'achète mon logement, soit je prends, par exemple, quand je fais une opération financière, un crédit in fine, c'est-à-dire je vais payer que des intérêts et je vais rembourser la dette. C'est quoi les covenants? Parce que moi, j'ai jamais vécu ça. Alors déjà, je veux rassurer celles et ceux qui nous écoutent. La situation financière de PFO2 est très saine. Il y a 800 millions d'euros de dettes. Il y a un levier, on appelle un LTV, un loan to value, qui est le rapport entre la dette et la valeur des actifs de l'ordre de 30%, qui est tout à fait raisonnable. Donc ça, c'est le premier sujet. Je veux quand même mettre les choses assez au clair. Pour répondre à votre question, les taux, enfin les dettes bancaires qui sont adossées aux acquisitions d'actifs, quand vous achetez un actif, vous pouvez mettre une dette bancaire en face. Cette dette bancaire est garantie par l'actif que vous avez acheté, et donc le banquier vous demande de respecter des ratios. Alors il y a deux types de ratios généralement. Il y a le ratio LTV, qui est le rapport entre la dette et la valeur de l'actif, et puis il y a le ratio de la couverture des frais financiers, comme vous évoquiez, par les loyers. Bon, ça, c'est deux ratios qui sont suivis de manière systématique et semestrielle. Et évidemment, la baisse de valeur des actifs de fin 2023 a provoqué ce qu'on appelle des bridge covenants, c'est-à-dire certains ratios n'ont pas pu être respectés vis-à-vis de nos banquiers. Donc c'est un travail qu'on a réalisé en début d'année, c'est d'aller voir nos banquiers qui nous accompagnent, ce sont des partenaires de longue date, et de leur expliquer, voilà, on a des baisses de valeur d'actifs, mais il y a toujours des loyers,
on est capable de payer les frais financiers. Et donc, on vous demande soit de baisser l'exigence de ratio, soit de trouver une solution de prorogation de cette dette en attendant l'amélioration de la valeur des actifs. On arrive à discuter avec des banquiers ? Tout à fait. Oui, tout à fait. On a des partenaires qui sont à l'écoute de Perial, qui sont des partenaires de longue date, qui peuvent être des partenaires français, mais également étrangers. On a une grosse partie de notre dette qui est étrangère. Et aujourd'hui, on a quasiment résolu l'ensemble de nos sujets, les sujets de covenant que vous évoquiez. Ok, allez. On vient de regarder ces sujets-là, donc on voit qu'on a des sujets autour de la liquidité, on voit qu'on a des sujets autour de la dette. On a beaucoup de bureaux, donc on a le sujet des bureaux. Je voudrais qu'on rentre maintenant, si vous le voulez bien, sur ces différents sujets-là à travers les projets de résolution. Premièrement, Rémi, je vais rester avec vous. Je vais prendre les résolutions dans l'ordre. Bon, le début, c'est de l'administratif, validation des valeurs, élection des membres du conseil de surveillance. Donc ça, jusqu'à présent, on en a un peu parlé cette semaine, mais dans toutes les SCPI, il y a plus de candidats que de postes. Ce qui, en termes démocratiques, est plutôt pas trop mal. Parce que d'habitude, il y a un candidat à un poste, là, on n'a pas le choix, ben là, il y a le choix. En revanche, je prends à partir de la résolution numéro 7, où il est question d'autorisation de distribuer des plus-values, ça c'est la 7. Sur la 8, il est question d'affecter le solde débiteur des moins-values. Donc ça, c'est pas les gains qu'on distribue, c'est les pertes. On propose de les affecter à la prime d'émission. La 9 est une résolution également de cette nature. En pratique, on vote pour quoi ? Alors, effectivement, on se dote avec l'ensemble de ces résolutions d'un mécanisme qui permet de distribuer de la plus-value aux associés. La plus-value, on la réalise quand on fait une cession. Et donc, effectivement, comme vous le dites, on peut être soit en plus-value, c'est-à-dire qu'on est supérieur à la valeur comptable de la SCPI, ou soit en moins-value, c'est quand on est inférieur. Aujourd'hui, le stock global par rapport aux ventes qu'on a pu faire est négatif sur la SCPI, c'est-à-dire qu'on a réalisé plus de moins-value que de plus-value. Donc, ce qui nous empêche... Donc, ça veut dire en pratique, si demain on fait une plus-value, on peut pas la distribuer. On peut pas la distribuer parce qu'en fait, ça vient directement s'imputer sur ce compte-là, et donc ça vient effectivement un peu atténuer le compte, mais on peut pas la distribuer. Donc, le mécanisme qu'on propose aujourd'hui avec ces résolutions, c'est de dire que ce stock de moins-value, on le compense par une remontée de prime d'émission. Donc, c'est vraiment une écriture comptable. Il n'y a aucun impact pour les associés. On a une prime d'émission qui est très importante sur PFO2. Et donc, c'est juste une écriture de compte à compte qui va nous permettre d'avoir un stock un stock nul. Et donc, dès qu'on va avoir une plus-value de cession, on pourra à nouveau distribuer. Et c'est le cas, puisque en 2024, on travaille sur des cessions qui sont génératrices de plus-value, et donc éventuellement, on pourrait décider de la verser à nos associés. Ok, à condition d'avoir effectivement voté ces résolutions qui permettent de faire cette imputation sur la prime d'émission. Vincent, je reviens vers vous. Donc, j'ai bien compris plusieurs choses. Le paquebot. Donc, grosse collecte anticipée, ça marche bien. Il y a la crise qui arrive. Donc, problème. On a anticipé de la collecte et finalement on n'a pas de collecte, donc on a un sujet bancaire. J'imagine que la conséquence de tout ça, c'est également d'avoir des parts. S'il y a une grosse collecte, ça veut dire des parts en attente en termes de liquidité. Qu'est-ce que vous comptez faire pour gérer le problème des parts en attente en pratique ? Alors, effectivement, vous avez raison. On a PFO2 à 120 millions d'euros de parts en attente à ce jour en tout cas, fin 2023, pardon. Aujourd'hui, on est plutôt à 150 millions d'euros. Donc, il y a effectivement quelques parts en attente supplémentaires sur les mois de 2024. Donc, ce qu'on compte faire aujourd'hui, il y a des mécanismes qui sont prévus dans les SCPI pour les parts en attente. La collecte est le premier mécanisme, c'est-à-dire rembourser les porteurs de parts par la collecte. Aujourd'hui, elle n'existe pas, donc il y a un deuxième mécanisme. Donc, on est d'accord, c'est plus facile sur PFO que sur PFO2. C'est plus facile sur PFO que sur PFO2, on en convient. Le deuxième mécanisme, effectivement, c'est le fonds de remboursement, qui est un mécanisme qui était prévu dans les résolutions de l'année dernière, qui aurait pu être mis en œuvre et qui n'a pas été mis en œuvre à ce jour parce que on a considéré aujourd'hui que le marché, le mécanisme des fonds de remboursement, ça nécessite de mettre en vente des actifs et d'en mettre beaucoup en vente, puisque c'est les prix de vente qui vont
avec l'encaissement du cash qui vont permettre de rembourser. Or, on l'a bien vu, fin 2023 et sur le premier semestre 2024, les valeurs des actifs ont continué de baisser et donc les actifs qu'on aurait mis à la vente de manière massive auraient connu telles décotes qu'elles auraient été extrêmement dissuasives et très dilutives pour les porteurs de parts actuels. Donc on n'a pas voulu mettre en vente d'actifs de manière massive. On a souhaité plutôt attendre que le marché s'assainisse et qu'on soit sûr d'être arrivé au bas de fourchette des valeurs. Et donc, vous considérez qu'on est proche de cette situation-là et qu'on va pouvoir commencer à mettre des actifs à un prix correct sur le marché? Alors, comme je vous l'ai dit, on considère qu'aujourd'hui, on n'est pas loin d'avoir fini la correction. On a des actifs qui vont continuer à être légèrement corrigés et puis on a d'autres qui vont se stabiliser, voire légèrement s'améliorer. Donc oui, on est quasiment convaincu aujourd'hui que à fin du premier semestre, on est à peu près on a atteint le fond de la piscine, quoi. Et j'ajouterais que je pense que c'est une vue qui est partagée d'un bon nombre d'investisseurs parce qu'aujourd'hui, ce qu'on ne voyait pas du tout il y a 6 mois, c'est qu'on a beaucoup d'offres non sollicitées. C'est-à-dire, sur l'ensemble des patrimoines de nos SCPI, on est contacté par des investisseurs, des promoteurs, des particuliers pour, sans qu'il y ait forcément un process de cession en cours, pour acheter nos immeubles. Et ça, on le voyait pas, et ça témoigne bien qu'il y a eu un marché qui repart. Alors, j'ajouterais, Jean-François, que Perial a été très actif sur la liquidité. En tout cas, essayait vraiment de sortir le plus possible les porteurs de parts qui étaient en attente. On a travaillé de manière très active avec un conseiller externe pour essayer de mettre en relation vendeurs et acheteurs en bloc de parts. Aujourd'hui, la difficulté qu'on a, c'est que les vendeurs sont prêts à vendre, mais avec des décotes qui sont très très faibles. Donc, les acheteurs, évidemment, sont plutôt amenés à acheter avec des décotes plus fortes. Donc aujourd'hui, on a cette difficulté à mettre en phase acheteurs et vendeurs, mais on a espoir qu'à un moment donné, ces gens-là puissent s'entendre. Laetitia, une question, puisqu'on est sur les sujets de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée générale et des résolutions qui sont présentées. On vote comment? On vote en ligne depuis son espace privé ou par correspondance en envoyant son bulletin dans l'enveloppe T qui a été jointe à la convocation. Ok. J'ai un peu le sentiment qu'il y a quand même il y a un gros travail à faire sur PFO2, à la fois sur les actifs, sur la partie financière. Comment on va chercher à recréer de la valeur sur le produit? Alors effectivement, aujourd'hui, on considère que c'est un fonds PFO2 est un fonds mature, qui a embarqué quasiment 2,5 milliards d'actifs sous gestion. C'est quand même un fonds qui est imposant, donc qui est dérisqué en lui-même, puisque avec 200 lignes, 2,5 milliards d'actifs, vous avez quand même un fonds qui est très dérisqué. Aujourd'hui, le gros travail, c'est un travail d'assets, c'est-à-dire un travail interne, travailler les actifs immobiliers, créer de la valeur des actifs immobiliers, relouer au maximum. Et donc, c'est un travail interne. Donc, il y a d'abord en priorité ce travail interne de location, relocation, durée des baux et également de la dette bancaire avec les arbitrages. Est-ce qu'il y a un sujet, Anne-Claire, sur la valorisation des actifs verts? Absolument. Je pense qu'on peut le dire qu'on a été relativement déçus dans les campagnes d'expertise précédentes de ne pas forcément voir émerger cette valeur verte. Alors c'est dû aussi au mécanisme de valorisation actuel. Les experts aujourd'hui, nouveauté 2023, se sont dotés d'une grille ESG qui leur permet de collecter de manière normée les données ESG sur le marché et ensuite de pouvoir faire des comparables. Mais finalement aujourd'hui, il n'y a pas de retranscription dans la valeur. Cela dit, on y travaille avec les experts les plus avancés sur ce sujet et les plus matures à pouvoir leur partager tout un tas de données et d'historiques de données, de consommation, de plans de travaux qui leur permettent de mieux apprécier comment finalement l'actif se comporte par rapport à l'avenir. Ok, on parle maintenant, si vous le voulez bien, donc valeur d'expertise. Donc on verra les chiffres qui sortent au mois de juin et ce qu'il en est. Là où vous pouvez avoir plus de visibilité, c'est sur la situation locative. Si jamais je vous dis, Rémi, que vous êtes un peu attendu au tournant sur cette SCPI, aujourd'hui, les objectifs, ils sont où et comment vous sentez les choses après ce début d'année? Alors, on a annoncé fin d'année 2023 une fourchette entre 4,40 et 5%. Et vous avez raison, le sujet pour PFO2, c'est de continuer à délivrer son rendement. Et nous, notre objectif, c'est de continuer à le faire progresser par rapport à ce qu'on a pu distribuer. Aujourd'hui, on a fait un bon premier trimestre. On est en avance par rapport à notre budget. Donc, on a du confort par rapport à nos objectifs. Et donc,
aujourd'hui, en tout cas, par rapport aux échéances locatives qui arrivent sur l'année, on a plutôt du confort. Donc on sera, on l'espère en tout cas, plutôt bien positionné dans ce qu'on a annoncé. Et évidemment, on fait tous nos efforts pour y arriver. Avec l'espoir du petit coup de boost éventuel de cession d'immeubles qui permettrait de dégager des plus-values, qui permettrait à la fois de distribuer du revenu, de rembourser de la dette, de doter le fonds de remboursement. Exactement. On va, et effectivement, on a un marché qui repart, hein, comme je l'expliquais, donc on va progressivement mettre quelques actifs sur le marché pour voilà, créer de la plus-value, sortir quelques associés qui en ont besoin. La liquidité reste une priorité, hein, bien évidemment. Et puis, rembourser des dettes, on l'a vu, effectivement, les dettes qui nous coûtent le plus cher. Et techniquement, les actifs, ça sera plutôt pour la fin d'année ou plutôt pour au début d'année prochaine? Parce que... Alors, l'objectif, c'est d'en céder en 2024. Hein, donc, on a plusieurs programmes qui sont en cours. Aujourd'hui, on a des promesses signées. On est en train de travailler activement sur le sujet. Donc, il y en aura sur le deuxième semestre. Ok, parfait. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que si vos convocations, les rapports et tout ça, vous ne voulez pas les avoir par papier comme moi, mais sur un ordinateur, eh bien, vous allez dans votre espace. C'est ça, Laetitia? Sur PRL.com et vous déclarez vouloir recevoir ces informations par voie digitale. Voilà, parce que naturellement, au vu de la réglementation, c'était fait pour protéger les épargnants. On n'a pas autorisé aux établissements de le faire directement, donc c'est aux épargnants de demander. Merci à tous les quatre. On se retrouve demain pour parler de PF Hospitalité Europe. Salut.